il y a 5 mois, la prothèse de genou, c'est pire que la prostate. Hein. Euh, Pendant 3 semaines, on est complètement shooté. Voilà. Parce qu'on sent la douleur. Hein. Bon, dans un cas comme dans l'autre, vous voyez, bon, il n'y a pas de problème. Hein. Je pense qu'il y a de la rééducation aussi importante. Hein. André Pierre, on se connaît depuis assez longtemps, vous venez de faire ça. Je me permets, et votre qualité de vie sexuelle? Bah, C'est- alors, la qualité de vie sexuelle, si on parle là-dessus, Mais ça sera la troisième partie, mais juste un mot, ouais, ouais, on ouais, va y ouais. revenir La- avec tous les deux la- intervenants à la fin de la troisième partie. Si on parle là-dessus, on en a pour 2 heures, hein, avec la conférence du docteur Wagner du mois d'avril et puis du Ouais. docteur Amara, entre autres, hein, et d'une sexologue qui était là. Hein. Quand j'ai dit tout à l'heure, bon, il y a de la rééducation par rapport à la vie sexuelle, il y a des moyens qui existent, qu'ils soient chimiques ou qu'ils soient mécaniques, je veux dire. Donc voilà. D'accord. On va y revenir sur la qualité de vie tout à l'heure en fin de témoignage. Nordine, alors c'est quoi le cancer de la prostate localisé? Alors je te dis toutes les questions. C'est quoi? Comment on le diagnostique? Quels sont les examens? Comment surtout, et je crois que c'est là qui ça va intéresser notamment les hommes qui sont dans la salle, c'est comment on fait le choix des traitements. Je pense que ça, c'est une question, Carole, je pense que vous êtes passé par là aussi. Donc, j'ai l'habitude de dire que le cancer de la prostate, c'est le cancer du sein de l'homme. C'est exactement souvent les mêmes causes. Enfin voilà, on va pas s'apesantir là-dessus. Mais finalement, la stratégie de traitement, c'est quelles sont les stratégies de traitement. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse un focus sur la décision thérapeutique. Comment ça se passe, comment tu vois les choses. Il faut bien parler dans le micro. Alors, c'est une très 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 vaste question. J'ai essayé de résumer au maximum pour avoir les idées claires, puisqu'elles sont de plus en plus claires depuis une quinzaine d'années environ. 2 maladies différentes, complètement différentes. Le cancer localisé de la prostate, pour lequel il faut se battre et faire un diagnostic précoce, puisque c'est à ce stade que l'on guérit du cancer. Hein, j'utilise le terme guérison de manière précise. Et l'autre, qui est le cancer de prostate qui est non localisé, qui est une maladie qui est évidemment agressive et létale, mais pour lequel on dispose actuellement de nombreux traitements qui permettent d'augmenter la durée de vie. Donc le premier cancer est curatif, l'autre cancer est palliatif. Donc ça, c'est l'élément important. Et dans la définition aussi, le cancer localisé de la prostate, comme son nom l'indique, est localisé dans la glande prostatique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune extension à distance ou de manière locorégionale. C'est-à-dire que la tumeur est localisée dans la glande et ne passe même pas la capsule prostatique. La capsule prostatique, c'est une structure fibroconjonctivale très rigide, c'est une sorte de barrière, et la tumeur est localisée. C'est à ce moment-là que l'on peut espérer, dans la grande majorité des cas, ce n'est dans 100% des cas, une guérison. Et on doit dépister le cancer à ce niveau, et là, tout le sens du dépistage prend son terme. Tout en précisant qu'en France, il n'existe pas de dépistage de masse, le dépistage n'est pas généralisé, nous en sommes encore à un dépistage individuel. Et on recommande, notamment dans le cas du dépistage chez l'homme, un dosage simple, une prise de sang, qui est le dosage du taux de PSA. PSA pour prostate, S spécifique et A antigène, donc le dosage du marqueur le plus connu actuellement. Il en existe d'autres qui vont arriver, qui sont déjà sur le marché, hein, le PSMA, etc. Mais c'est celui qu'on retient le plus. Et il existe des normes. On retient qu'un taux de PSA supérieur à 4 nanogrammes par ml est pathologique. Maintenant, on sait qu'on s'intéresse au taux de PSA très précocement à partir de 2,5 nanogrammes par ml. Donc le dépistage est simple. Chez l'homme, après 50 ans, ou lorsqu'il existe des facteurs de risque après 45 ans. Et si vous voulez, je précise quels sont dans l'état actuel des choses les facteurs de risque. C'est les antécédents familiaux de cancer de prostate. À ce moment-là, on conseille plutôt un dosage après 45 ans de manière annuelle du taux de PSA. Et puis les autres facteurs de risque, c'est essentiellement les sujets dont la peau est noire.
qui ont des formes de cancer beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus agressifs. Et ensuite, on a l'habitus, la qualité de vie, etc., qui sont des éléments qui sont de plus en plus pris en considération. Donc voilà, un dosage du taux de PSA tous les 1 à 2 ans, jusque l'âge de 70 ans. C'est ce qu'on retenait classiquement. Actuellement, on étend, puisque nos traitements dépendent de l'espérance de vie. Lorsqu'un patient a une espérance de vie de plus de 10 ans, il est tout à fait candidat à avoir un traitement curatif, même s'il a 80 ans. Donc on a des spécialistes actuellement qui s'occupent d'évaluer l'espérance de vie des gens. Avant, à 70 ans, on considérait que les gens étaient dans un état palliatif, ce qui n'est plus du tout le cas actuellement. On opère ou on fait des radiothérapies à des gens qui ont plus de 80 ans, voire 90 ans, s'ils sont si leur espérance de vie est satisfaisante. Donc le dosage du taux de PSA, c'est l'élément fondamental. Ensuite, on a l'examen clinique. Le toucher rectal, je le mettrai secondairement, puisqu'on sait actuellement que lorsqu'il existe déjà des lésions au toucher rectal, la lésion est à un stade avancé. Donc il faut se battre pour qu'on puisse faire des diagnostics précoces, c'est-à-dire localisés, l'élément le plus important pour le dépistage étant le dosage du taux de PSA. Alors j'ai répondu à la première partie, globalement. Alors comment fait-on le diagnostic du cancer de la prostate? Vous l'avez parfaitement expliqué. La première sonnette d'alarme, c'est le taux de PSA. J'en rajouterai une deuxième, vous ne l'avez pas eu, ou peut-être que vous l'avez oublié, c'est une IRM de la loge prostatique. L'IRM de la glande prostatique est actuellement extrêmement importante puisqu'elle permet de nous orienter dans les biopsies. Et le diagnostic ultime se fait toujours sur des biopsies. On dit en médecine que le diagnostic est anatomopathologique. Il faut que le praticien qui s'occupe d'analyser les tissus puisse confirmer la présence de cellules cancéreuses. Et donc le diagnostic se fait sur les biopsies. Les biopsies, c'est un examen qui peut paraître assez agressif, mais vous l'avez expliqué aussi, qui se pratique sous anesthésie locale, en consultation externe. Donc vous venez faire les biopsies, on vous a fait 12 à 14 prélèvements, c'est ce qu'on fait classiquement sous anesthésie locale. Les patients, après avoir eu le geste, rentrent à la maison et reprennent une vie quasi normale dans les suites. Mais le diagnostic est toujours anatomopathologique, le passage aux biopsies prostatiques est important. Et vous l'avez noté. Et c'est important parce que vous êtes scientifique et vous avez bien vu et vous avez raisonné du côté inverse à ce que les gens généralement ont. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, heureusement qu'on a fait le diagnostic. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut absolument raisonner. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui se seraient dit, bah ouf, voilà. Mais le taux de PSA est toujours augmenté, donc il se passe quelque chose. Et vous vous êtes dit, on a quand même réussi à voir parce que les biopsies que vous avez eues, si vous n'avez pas eu de scanner, sont randomisées. C'est-à-dire qu'elles sont faites un petit peu au hasard, au milieu de la prostate, latéralement au milieu de la prostate, et on peut louper des... Absolument, et puis par contre, votre praticien serait probablement passé une étape supérieure, et notamment l'IRM de la prostate, pour cibler. Donc vous voyez, donc vous l'avez eu. Donc ces deux éléments sont importants, mais la biopsie est obligatoire, à la différence d'autres cancers, comme le cancer du rein, où l'imagerie est tellement typique qu'on peut faire le traitement. La biopsie, ça sert. Je peux peut-être le passer le deuxième micro à Dr Marat, parce que sinon ça passe pas sur Facebook. La biopsie, ça sert à faire le diagnostic positif de cancer. Et puis André Pierre a parlé, il s'est bien calculé, 4 plus 4, ça fait 8. Absolument. Donc le diagnostic, c'est voilà, exactement comme ça. Ça permet de faire le diagnostic, y a-t-il un cancer, oui ou non. Et lorsqu'il existe une biopsie, comme vous l'avez dit, c'est pas un petit ou un gros ou un moyen cancer, vous avez un cancer de prostate localisé. Le diagnostic est porté. Ensuite, le praticien qui s'occupe d'analyser les petits fragments peut évaluer le degré d'agressivité de la tumeur. Est-ce que la tumeur est très méchante ou pas méchante? Et là, c'est ce qu'on appelle il y a un score qu'on appelle le score histopronostic de Gleason, qui théoriquement va de 2 à 10, mais qui en pratique va souvent de 4 à 10. Voilà, c'est ce qu'on retient, ça évolue régulièrement. Et ce score histopronostic de Gleason est constitué de 2 chiffres qui correspondent aux 2 populations cellulaires les plus retrouvées. On retient la somme des deux. Et donc un score de Gleason 4 plus 4, on est déjà dans le cas d'une tumeur prostatique agressive, indifférenciée. Et donc il était assez logique que votre praticien vous suive de manière un peu plus étroite et utilise la deuxième arme possible, qui fait partie du traitement aussi, pour obtenir la guérison, ce que vous avez obtenu,
c'est la radiothérapie. Donc vous avez eu une radiothérapie adjuvante qui a permis de peaufiner le traitement complètement. Et cette récidive biochimique que vous avez eue, petite élévation, c'est vraiment une récidive biochimique, était due très probablement à l'agressivité de la tumeur, 4+4. Voilà. Alors souvent les patients nous demandent, mais je ne comprends pas, docteur, vous avez de plus en plus utilisé le robot, vous m'avez dit que tout a été enlevé, et puis effectivement, 5 mois ou 10 mois après, le PSA remonte. Alors, qu'est-ce qui se passe, docteur? C'est une question extrêmement fréquente qui s'explique par le fait qu'au moment où vous avez été opéré, vous étiez très très probablement, parce qu'on a deux possibilités. Lorsqu'on retire une tumeur, ce qui est important, c'est l'analyse qui est faite par l'anatomopathologiste. On envoie la prostate et lui la découpe en plusieurs tranches et l'analyse. Et un élément important, c'est la capsule autour, c'est la peau autour de la prostate, ces structures. Et soit il nous dit vous avez tout retiré, et donc sur le compte-rendu opératoire, vous avez le petit terme zone d'exérèse saine, donc on est en zone saine, donc le chirurgien est relativement satisfait, il a tout retiré, mais de temps en temps, la tumeur a débordé, et la recoupe chirurgicale, elle est positive. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le cadre d'un cancer localisé. Le cancer était déjà un peu plus avancé, ce qui était probablement votre cas initialement. Alors André Pierre a parlé du bilan d'extension, la scintigraphie, le scanner, donc ça c'est pour vérifier qu'effectivement le cancer est bien localisé. Et alors la question qu'on se pose souvent, et on peut le dire comment on fait à Dunkerque, c'est le choix du traitement. Parce qu'il y a plusieurs options de traitement. Alors comment est-ce qu'on fait pour proposer au patient le bon traitement, au bon patient, au bon moment? Et moi j'ajouterais, est-ce qu'on tient compte de l'avis du patient? Est-ce qu'il a son mot à dire? Parce qu'il y en a, suivant les choix, il y a des traitements plus invasifs que d'autres. Ah oui, aussi encore une excellente question. Alors, lorsque le diagnostic, alors il y a un process maintenant, le process on va dire il date de plus de 20 ans, je crois que c'est le plan Chirac quasiment à l'époque, ça s'appelait comme ça. Il y a un process maintenant qui théoriquement doit être respecté par tout le monde en France. Lorsque vous avez eu des biopsies et lorsque le diagnostic est positif, vous devez aller voir le praticien. Alors pour les urologues c'est très très simple, c'est les urologues qui font les biopsies et c'est les urologues qui reçoivent le patient à l'occasion d'une consultation. Et cette consultation particulière s'appelle une consultation d'annonce. Et cette consultation d'annonce est indispensable, elle doit être réalisée et c'est à ce moment-là qu'on expose au patient le diagnostic et les options thérapeutiques. Alors, les options thérapeutiques, à l'instant T, théoriquement, tout praticien doit, à l'instant T, lorsqu'il voit son patient, lui énumérer toutes les options thérapeutiques possibles et proposables chez lui. Donc, pour la prostate, on a globalement 3 prises en charge. La première, c'est la surveillance active, qui est un traitement. Donc, on a certains cancers maintenant qu'on n'opère plus, qu'on ne radiothérape pas et qu'on surveille simplement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la surveillance active. Alors, les gens ont du mal à accepter, mais c'est un véritable traitement, un process de traitement précis. Et ensuite, on a 2 autres types de traitements qui sont curatifs lorsque le cancer est localisé. C'est soit la chirurgie, soit la radiothérapie. Alors, pour la chirurgie, il existe aussi différentes options. Vous avez la chirurgie avec couverture par laparotomie, qu'on a pratiqué, que j'ai pratiqué pendant des dizaines d'années. La chirurgie célioscopique est arrivée, qui a été très peu pratiquée parce que très difficile, mais qu'on a pratiqué à Dunkerque dès le début. Et puis la chirurgie robotique. Tout ça évolue au fur et à mesure. C'est comme les bagnoles, c'est comme l'informatique, c'est le même principe. Il y a un choix qu'il faut faire. Soit on se fait opérer par laparotomie si le chirurgien a l'habitude, mais c'est une option. Et je pense qu'il faut raisonner dans l'air du temps et que si on vous propose la possibilité d'avoir une technique peu agressive, il faut la prendre. Vous êtes probablement resté plus de 5 à 10 jours peut-être, 8 jours en moyenne, 5-6 jours. Voilà, maintenant, les gens qui ont eu des chirurgies un peu plus localisées restent beaucoup moins de temps. Bon, ça, c'est le chirurgien qui parle, mais je m'éloigne de ta question. Comment prend-on une décision et comment devrait-on la prendre partout en France? Les choses sont bien codifiées. À partir du moment où le diagnostic a été fait, le chirurgien ou la personne qui a fait le diagnostic d'annonce doit présenter le dossier à l'occasion d'une réunion qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire d'onco-urologie. Vous avez tous les spécialistes présents, mais il existe un quorum minimum
avec un cancérologue, le chirurgien d'organes, l'anatomopathologiste, un radiologue. J'oublie personne ? Voilà, ces personnes sont indispensables. À Dunkerque, nous avons opté, mais dès le début, ce qui n'est pas évident, de réaliser des réunions qui regroupent à la fois les acteurs du secteur privé et les acteurs du secteur public. Et donc, vous avez des chirurgiens du secteur public, de l'hôpital, et puis vous avez des chirurgiens de la clinique. Vous avez de temps en temps, parce qu'on en a beaucoup moins, des oncologues de l'hôpital, et puis les cancérologues du secteur privé, en l'occurrence le docteur Wagner. Donc c'est une décision qui est multidisciplinaire et qui est ensuite exposée au patient selon ses désirs. Donc c'est le patient qui décide. C'est le patient qui décide, après avoir été informé de la manière la plus loyale et complète possible par le praticien. D'accord. Mais le choix du patient est quand même un peu aidé, peut-être ? Est-ce que tu as le sentiment que, on peut parler de nos équipes à Dunkerque, est-ce que tu as le sentiment que le patient est tout à fait libre ? Parce que je vais te dire pourquoi je pose la question. Ouais, je vais te dire, tu as dit que tu as une formation aux États-Unis. J'ai eu la chance, pas de passer autant de temps que toi aux États-Unis, mais j'ai quand même fait un stage d'immersion aux États-Unis. Et moi, j'étais persuadé qu'aux États-Unis, c'est toujours le patient qui choisissait. Et puis, je suis un peu tombé de ma chaise au bout de 3 jours d'immersion quand je me suis rendu compte que finalement, le patient disait « Mais docteur, c'est vous qui savez, donc guidez-moi et choisissez pour moi ». Est-ce qu'aux États-Unis, c'est différent de la France ? Comment est-ce que Internet joue ? Est-ce que tu as le sentiment que depuis quelques années, maintenant les gens arrivent en ayant regardé Google, Wikipédia, machin, etc., et se dire bah ouais, attendez, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu que finalement ça c'est mieux, ça c'est pas mieux. Est-ce que tu vois un changement d'attitude et de mentalité depuis quelques années ? Ah oui, les gens sont beaucoup plus au courant. Ce monsieur a fait un exposé extrêmement intéressant sur le taux de PSA qu'il a compris. Vous avez parlé de cinétique du taux de PSA, c'est pas évident. L'augmentation exponentielle, etc., etc. Donc évidemment, les gens peuvent se renseigner, ça c'est tant mieux. Ensuite, dans le choix thérapeutique, le système de santé est important. Aux États-Unis, le choix thérapeutique se fait en fonction des données de la littérature, mais aussi en fonction des moyens des patients. C'est-à-dire qu'une intervention chirurgicale, la première chose aux États-Unis, et moi j'étais un petit peu choqué, lorsqu'on décide de manière multidisciplinaire, ils décident aussi de manière multidisciplinaire, mais il y a toujours une question aux États-Unis, c'est voilà, il y a la chirurgie, la radiothérapie, est-ce que le patient est solvable ? Donc si le patient a les moyens de payer, eh bien le patient évidemment aura le choix de son traitement. Si le patient n'a pas les moyens de payer, il est orienté vers d'autres études, notamment des essais thérapeutiques, etc. C'est pour ça que je ne dis pas que c'est mal ou c'est bien, je ne suis pas là pour juger, je ne fais pas de politique, mais il faut comprendre. En France, tout le monde a accès à tous les traitements. En théorie, si vous voulez vous faire opérer par le robot, l'hôpital ne gagne pas d'argent, perd de l'argent quand on opère au robot. C'était marqué dans la Voix du Nord de mercredi, je crois. Ah bon ? Oui. C'est interview de ton directeur qui disait que le robot c'est bien, mais on perd de l'argent quand on fait du robot. Évidemment, mais il a parfaitement raison. Il a raison. Mais dans ma position de soignant, c'est de proposer aux patients ce qu'il y a de mieux. Et je pense que les médecins, ce qui se perd actuellement, ça il faut le dire, deviennent trop calculateurs. Non, il y a le coût, il y a le bénéfice. Le coût, il y aura toujours quelqu'un pour vous rappeler que ça coûte cher. Et c'est souvent les administratifs, que je respecte complètement. Attention. Mais il y a aussi le bénéfice, et les médecins doivent proposer du bénéfice. Donc moi, je sais qu'en opérant au robot, les patients ont des suites plus simples, ont une conservation des nerfs érecteurs. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc, je me bats pour le faire. C'est comme le docteur Wagner avec la radiothérapie qui devient ciblée et les machines sont extrêmement chères, donc il existe un coût. Donc en France, on a beaucoup de chance, il faut le dire. On a la possibilité d'avoir toutes les options thérapeutiques qui s'offrent à nous, théoriquement, n'importe où, dans n'importe quelle partie du territoire. C'est-à-dire que si vous devez avoir une intervention en chirurgie robotique, vous l'aurez, même si elle a un coût, même si elle coûte à la société. Voilà, c'est accepté. Aux États-Unis, c'est complètement différent.
Et c'est accepté par les gens. C'est-à-dire que j'aurais posé la question en me disant, ça ne t'embête pas de... Et lui, mes collègues m'ont rétorqué, ah non, il n'y a pas d'argent, j'ai quand même pas l'opéré gratuitement. Voilà. Donc c'est une philosophie qui est complètement différente. Donc en France, les gens ont le droit de choisir et ont le droit de choisir tous les traitements. Une petite anecdote avant de poser la question suivante. Quand j'ai passé mes 3 jours à New York, on était les papes parce que les cancérologues, qu'ils soient du privé ou du public, disaient voilà, vous avez la chance d'avoir un cancérologue français devant vous, ce sont les meilleurs du monde. Et au bout de 3 jours, j'ai dit mais arrêtez de dire qu'on est les meilleurs du monde, c'est pas vrai. Je croyais que c'était les États-Unis. Ils disent non, vous avez la chance de pouvoir faire profiter à vos patients de tous les soins et quasiment gratuitement. Et ça, nous, on n'a pas cette chance-là. Donc voilà, donc il faut encore dire qu'on a le meilleur système de santé au monde. Alors c'est peut-être, on va dire, certains disent le moins pire, mais je vais arrêter de faire de la politique là. Puis on pourra en parler effectivement. Je ne sais pas si tu en parles à un moment du passage en Allemagne de ton papa. Forcément, oui. Question aux deux. Alors je vous ai dit, sans un truc, le cancer de la prostate, c'est le cancer du sein de la femme ou l'inverse. Voilà. Vous avez, Carole, André-Pierre, est-ce que vous vous êtes senti libre et comment surtout vous avez fait le choix? Qu'est-ce qui vous a fait Carole pouvait raconter la même chose. À la limite, André-Pierre, il a accepté une mastectomie totale de sa prostate. Vous, à un certain moment, il y avait ce choix-là, mastectomie, pas mastectomie. Qu'est-ce qui vous a fait que vous avez choisi telle ou telle option? C'est ça que j'aimerais qu'on discute maintenant. Alors, quand la mastectomie m'a été proposée, je n'étais pas encore au stade d'avoir rencontré un cancérologue. Donc j'étais au stade où j'avais choisi un chirurgien et où j'ai donc décidé, j'ai demandé. Alors au départ, c'était pas gros, c'était tout petit et on m'a dit que c'était dans 8 mois, ce serait un mauvais souvenir. Donc j'ai voulu que l'intervention chirurgicale se passe rapidement. Je l'ai eu 9 jours après, donc ça a été effectivement rapide, après avoir fait quand même les examens habituels, comme M. Becquet a pu faire. Et donc là, effectivement, ça part en analyse. Et je me souviendrai toujours de la tête du chirurgien qui m'a opéré. Puisque moi, je lui avais posé une question, parce que dans le cancer du sein, on analyse ce qu'on appelle le ganglion sentinelle, et c'est pour voir justement si le cancer est localisé ou pas. Et donc, quand j'avais posé la question, parce que je m'étais quand même un peu renseignée, il m'a dit non, mais oui, je ne vous ai pas parlé de ça, mais dans votre cas, le ganglion sentinelle sera négatif, donc il n'y aura pas de curage axillaire. Sauf que si. Le ganglion sentinelle était positif, et donc quand je me suis réveillée, on m'a annoncé que l'opération s'était bien passée, mais que le ganglion sentinelle était positif, et donc que j'avais eu un curage axillaire. Donc là, c'est plus la même affaire, parce que moi, je savais, donc au départ, d'une intervention avec de la radiothérapie derrière, probablement. Là, je savais que ça voulait dire traitement beaucoup plus lourd, et je savais, à partir de ce moment-là, que je devrais passer par la case chimiothérapie. Donc là, mon dossier, le chirurgien qui m'a opéré m'a proposé d'attendre les résultats d'analyse. Et quand les résultats sont revenus, je me rappellerai toujours de sa tête, il m'a dit « Je ne comprends pas. Nous ne sommes pas en bord sain. » Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il m'a très rapidement parlé de mastectomie. Je me suis effondrée une deuxième fois. Ça touche à ma féminité. Et sur le coup, je me suis dit « non, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. » Mais bon, après, c'est pareil, on réagit. Après, je me souviens, quand je l'ai revu, j'ai dit écoutez, finalement, ok, je préfère vivre avec un sein en moins que mourir avec mes 2 seins. Mais j'avoue que psychologiquement parlant, c'était très difficile pour moi. Et donc là, il m'a proposé d'envoyer mon dossier sur Lille, où il y a eu une concertation pluridisciplinaire sur Lille. Et là, tout le monde était d'accord pour voter ce qu'ils appellent une recoupe, donc c'est-à-dire une nouvelle intervention chirurgicale. Et puis, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à voir un cancérologue. Pour la faire courte, parce que j'ai changé de cancérologue entre deux, j'ai eu la chance d'avoir un cancérologue qui m'a écoutée et qui a tenu compte de
de comment j'étais sur un plan psychologique. Et de la mastectomie obligatoire, si j'étais restée avec l'équipe qui me suivait au départ, où c'était sûr et où j'avais finalement accepté. Quand j'en ai parlé avec l'oncologue qui me suivait, donc qui est le docteur Wagner, hein, ce n'est pas un secret, lui a réétudié mon dossier et il m'a dit il y a peut-être une autre solution. Donc alors après, moi j'ai eu un parcours plus compliqué parce que les médecins de Lille sont allés jusqu'à m'appeler chez moi. Ça a été violent pour moi parce que j'ai eu des mots extrêmement violents. Je me souviendrai, hein, il y avait mes parents qui étaient chez moi et mon frère. Hein, ils habitent loin, ils s'étaient déplacés pour me soutenir. Heureusement qu'ils étaient là parce que quand vous avez un médecin de Lille qui vous appelle et qui vous dit avec ces mots que je vais vous dire, si vous suivez le docteur Wagner, il en va de votre survie. Je peux vous dire que je me suis effondrée. Sauf que juste derrière, j'ai appelé le secrétariat du docteur Wagner, qui était ce jour-là sur Calais. Il y a une équipe formidable. La secrétaire que j'ai eue m'a dit « Je transmets, je vous promets qu'il vous rappelle aujourd'hui ». Effectivement, il m'a rappelé très rapidement derrière. Le lendemain, il me recevait dans son bureau. Il réétudiait mon dossier. Il a téléphoné devant moi au médecin de Lille pour expliquer pourquoi lui faisait ce choix-là. Devant moi, en haut-parleur, le médecin de Lille approuve le docteur Wagner. 2 jours après, je reçois une nouvelle fois un appel téléphonique chez moi du chirurgien qui m'a opéré, avec exactement les mêmes mots. Là, c'était double douche froide pour moi, parce que ce médecin de Lille, finalement, oui, je l'avais rencontré, puisque je l'avais rencontré dans le but d'une reconstruction mammaire. Sauf que le chirurgien qui m'a opéré, j'avais vraiment confiance. Et là, voilà, je lui en ai beaucoup voulu. Plus aujourd'hui, depuis, on a discuté, il s'est même excusé. Et enfin, voilà, je suis en très bon terme avec lui aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que si je n'avais pas été autant impliquée dans mon parcours de soins, si je n'avais pas posé autant de questions, si je ne m'étais pas renseignée et si peut-être aussi je n'étais pas tombée sur les bonnes personnes, à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais un sein en moins. Et je ne sais pas comment j'irai aujourd'hui, je ne sais même pas si je serai encore là. Parce qu'une mastectomie n'est pas non plus un geste anodin. Donc voilà, donc moi à l'heure d'aujourd'hui, je remercie bien évidemment l'équipe qui m'a suivie et je suis très contente aussi d'avoir été curieuse et d'avoir poussé. Et mon parcours, c'est aussi, il y a le cancer qui m'a amené à faire des choix dans la vie, mais il y a aussi mon parcours de soins, mon parcours médical. Je me suis dit, c'est pas possible, je veux pas que ça arrive à d'autres personnes parce que tout le monde, je me suis découvert une force que je me connaissais pas. Tout le monde n'a pas ma force de caractère, tout le monde n'a pas certaines capacités pour comprendre les choses. Il y a des gens qui n'ont pas la chance d'être accompagnés par leur famille ou par des proches. Et je me dis, alors si j'avais fait partie de ces gens-là, qu'est-ce qui me serait arrivé? Je ne sais pas. Donc vous avez été quelque part actrice de dans le parcours de soins. Oui. Et André Pierre, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir toujours été acteur de votre parcours de soins? Oui, je pense, parce que quand on a les informations, qu'on sait les analyser, qu'on les comprend, je pense qu'on peut faire les choix. Maintenant, je me pose une question, le docteur Amara pourra me répondre. La radiothérapie, au départ, dans mon cas, ça n'allait peut-être pas résoudre tout le problème. Mais si ça résolvait, ok. Maintenant, si ça ne le résolvait pas, est-ce qu'on peut toujours faire l'intervention? C'est ce qui m'a été présenté, moi, comme qu'on n'aurait pas pu la faire après l'ablation. Je ne sais pas si tu veux répondre ou je vais répondre. Non, le chirurgien il vous l'a dit, a dû vous dire je ne pourrai plus vous opérer après une radiothérapie. Ouais. Il n'a pas raison à 100%, mais il n'a pas tort aussi. Alors j'explique pourquoi. Faire une intervention après une radiothérapie est extrêmement périlleuse. Extrêmement périlleuse. Alors il existe des séries où c'est ce qu'on appelle les salvage prostatectomies, où on retourne lorsque vraiment le dossier a été étudié. Mais les complications sont extrêmement importantes. Et donc, classiquement, il ne vaut mieux pas retourner sur un site où il y a une radiothérapie.
Pour que le grand public comprenne sur notre décision, sur les options de traitement, si on met, par exemple, dans votre cas, les deux options possibles, soit la chirurgie, soit la radiothérapie, en fait, même moi, je ne sais pas si vous avez vu un radiothérapeute dans votre parcours de soins à ce moment-là, mais si vous aviez vu un radiothérapeute, le radiothérapeute vous aurait expliqué, allez vous faire opérer. Parce que vous êtes jeune, vous êtes en pleine forme, et pour être complètement scientifique et médical, en fait, les deux traitements, l'opération et la radiothérapie, sont équivalents jusqu'à 10 ans d'évolution. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un de 70 ans, vous avez autant de personnes en vie à 80 ans que le patient a été opéré ou a été irradié. C'est après les 10 ans qu'il y a une différence nette pour la chirurgie. Donc tant que la chirurgie est techniquement possible, sans complications, parce qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle des comorbidités associées, c'est-à-dire que le corps est capable de supporter la chirurgie, même le radiothérapeute va dire allez vous faire opérer. C'est ça le choix. Le choix, même si on laisse la réunion de concertation pluridisciplinaire, laisse l'option ouverte, le radiothérapeute, là, en plupart du temps, va dire non, mais allez vous faire opérer. En tout cas, va insister pour que le patient se fasse opérer. Après, s'il a décidé de ne pas le faire, pour des raisons qui sont... Alors, le choix de ne pas faire d'opération est souvent d'ordre sexuel. C'est-à-dire que si quelqu'un a encore une activité sexuelle importante, pour détendre un peu l'atmosphère, en clair, si le monsieur de 70 ans a une copine de 30 ans, on comprend effectivement qu'il va plutôt opter pour la radiothérapie que pour la chirurgie. En sachant que plus facilement, on va dire. Plus facilement, on va dire. En sachant qu'il y a aussi une option que la radiothérapie, qui est la curithérapie de prostate. Mais là, ça va être un peu compliqué à expliquer. Je propose, est-ce qu'il y a une question sur le cancer de la prostate localisé dans la salle? Et je me retourne vers Angélique. Est-ce qu'on a des questions sur Facebook? Si Facebook marche. Est-ce que vous me confirmez que Facebook marche? Oui, ça fonctionne. Ah, bon, ouf. une petite coupure, mais ça a été réglé. Mais non, pour l'instant, pas de questions. D'accord. Est-ce que dans la salle, vous avez une question sur ce chapitre-là du traitement du cancer localisé? Alors, moi, j'en ai une. Ah, pardon. Je vais aller. Il faut parler dans le micro parce que sinon, ça passe pas sur Facebook. Alors, c'est peut-être pas spécialement sur le cancer localisé, mais je reviens sur le taux de PSA, où il y a d'autres cas qui font que le PSA a une tendance à augmenter, mais qui n'est pas forcément un cancer. Et à ce moment-là, quelle est la surveillance, voire traitement, à adopter? Quelles sont les alertes qu'on peut retenir pour éventuellement se dire attention, là, il faut que j'anticipe peut-être un rendez-vous que j'ai avec l'urologue dans 6 mois ou dans 10 mois par rapport à cela? Excellente question. Alors, comme vous l'avez dit, un taux de PSA élevé ne veut pas dire cancer de la prostate. Ça, c'est un élément extrêmement important à retenir. Le taux de PSA, comme tous les marqueurs, a une certaine sensibilité, une certaine spécificité. Ce sont les facteurs statistiques qui permettent d'appréhender la puissance diagnostique du taux de PSA. Alors, le taux de PSA varie aussi, comme vous l'avez dit, en fonction d'un certain nombre d'éléments, notamment du volume glandulaire. Plus votre prostate est gonflée, plus elle va sécréter du taux de PSA. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après 45 à 50 ans chez l'homme, la prostate va physiologiquement gonfler. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate, et ça dépend des hormones mâles. Alors, c'est pour ça qu'il faut des normes. Lorsque vous avez un taux de PSA qui est supérieur, actuellement, on va retenir 2,5 à 3 nanogrammes par ml, il faut 2 à 3 dosages et étudier, comme vous l'avez dit, la cinétique d'évolution du taux de PSA. Si un taux de PSA est stable dans le temps, il est très très probablement lié au volume de la glande. Si un taux de PSA augmente de manière exponentielle, c'est un peu plus embêtant. Mais il y a un moment ou un autre, il faut prendre une décision. Et là, l'imagerie intervient, et notamment l'IRM de la loge prostatique, qui permet d'orienter vers le fait ou pas de faire des biopsies. On a des patients qui ont des prostates de 100 grammes, donc des grosses prostates, qui ont un taux de PSA à 5, qui est donc anormal, puisqu'il est supérieur à 4 nanogrammes.
mais qui n'ont aucun élément, aucun facteur qui puisse nous faire penser à un cancer de prostate, et on leur fait une IRM. Et maintenant, sur l'IRM de la loge prostatique, on a une gradation, PIRADS, peu importe le nom. Il nous dit c'est une lésion bénigne, lorsque c'est des PIRADS 1, 2 ou 3, ou c'est une lésion suspecte, et alors à ce moment-là, qui nous oriente vers les biopsies de prostate. Donc l'âge et le volume de la prostate entraînent une augmentation du taux de PSA, l'inflammation de la glande, une prostatite. Chez un homme de 30 ans, on peut voir des taux de PSA à 40 ans. Et c'est une simple inflammation de la glande. Et ensuite, on a les manipulations glandulaires. Théoriquement, après un toucher rectal, on ne fait pas de dosage du taux de prostate. Il y a beaucoup de patients qui me disent, est-ce que je peux faire du vélo ou j'ai fait du vélo, est-ce que mon taux de PSA va pouvoir augmenter? Il augmente, mais de façon extrêmement minime. Ils ont fait des études là-dessus, après des étapes du Tour de France. 150 km à vélo, ça augmente de 0,1 à 0,2. Donc, ce n'est pas des facteurs significatifs, quoi qu'il en soit. Et le taux de PSA élevé ne veut pas dire cancer de prostate. Il existe plein d'autres étiologies où le taux de PSA peut augmenter. Mais actuellement, c'est le marqueur le plus sensible d'utilisation courante. J'ai répondu, je pense. Il y a une question sur Facebook. Alors, une personne demande qu'en est-il des problèmes sexualité après ablation et hormonothérapie? Est-ce qu'on va dire à l'internaute qu'on va répondre à la question dans 20 minutes? Ce sera la fin de la conférence sur la qualité de vie, mais on se garde bien sûr la question. Carole et moi, on s'est fait avoir par les travailleurs de l'ESAT de Grande-Synthe. L'autre fois, on est allé faire une conférence sur une formation, une sensibilisation au dépistage du cancer de la prostate au papillon blanc. C'était passionnant. On a vu 45 personnes, 45 travailleurs de l'ESAT, et on ne savait plus répondre quel est le volume normal, la taille normale d'une prostate. Ouais. On l'évalue en poids. Alors, tous les hommes ont une prostate, théoriquement. Cette prostate varie en volume et en anatomie en fonction de l'âge et de manière interindividuelle. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime cette chirurgie, il n'y a aucune prostate identique à l'autre. Alors classiquement, chez un homme jeune, une prostate, vous l'avez dit, c'est une châtaigne. Voilà, on va dire 15-20 grammes. Et puis les prostates augmentent au fur et à mesure de l'âge. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et on peut avoir des extrêmes. La plus volumineuse que j'ai opérée qui était bénigne, c'était peu importe, elle devait peser peut-être 350 grammes. Alors 350 grammes, c'est une pomme. Non, c'est un melon. C'est un monstre. Voilà. Alors vous pouvez avoir des grosses prostates de 250 grammes totalement asymptomatiques, puis des patients qui ont 20 grammes de prostate avec une tumeur et des soucis. Voilà. Donc, et Charles de Gaulle, on ne sait pas quelle était la taille de la taille de la prostate de Charles de Gaulle. On va passer à un sujet. Oui, André. Actuellement, quel est les pourcentages entre l'ablation par ouverture, la cellio ou le robot? C'est important. À Paris, région parisienne, 90% en robots, parce qu'il y a des robots. Donc, c'est simple de répondre. Alors, les gens qui sont détracteurs du robot, c'est qu'ils n'ont pas la machine. Voilà, c'est simple. Je comprends leur réaction. Parce j'ai fait du beau travail en ouvrant, en faisant de la cellio. Mais vous regardez dans la région parisienne, 90% sont faits au robot. À New York, 100%. Los Angeles, 100%. À Dunkerque, je ne connais pas les statistiques. Moi, en tout cas, je fais 100% de mes prostates au robot. Toutes. Heureusement, voilà, c'est comme la Formule 1. T'as bataillé fort pour l'avoir, donc c'est normal que tu dises. Ah oui, je suis très content. Et puis, non, je me fais plaisir. Et puis, je sais qu'il y a mais ensuite, c'est important. L'objectif, c'est la finalité. Vous avez eu un traitement qui a été efficace. Et à l'instant T où vous l'avez eu, il a été pratiqué, voilà, quand j'écoute, de manière parfaite. Je n'ai pas de critique particulière à un sujet. Ensuite, voilà, le choix des techniques dépend aussi de ce qu'on a à notre disposition. Et puis la disponibilité, enfin il y a plein d'éléments qui entrent.
On va passer à Adrien. Donc deuxième partie, c'est le cancer de la prostate qui ne guérit pas. On l'a entendu plusieurs fois. Il faut se faire dépister pour avoir des taux de guérison de presque 90%. Adrien, et merci surtout de ton courage et de ta présence. Peux-tu nous raconter le parcours de ton papa? Tu veux que je raconte les 7 années? Non, non, je t'ai demandé de le faire en 7 minutes. Mais En 7 minutes, oula. Alors, par où commencer? Bon, on va commencer par le début. 2013, donc, si ma mémoire est bonne, septembre. Donc l'année des 50 ans. On est dedans. Hein. juste pour un petit secret, avec ton papa, on a juste un jour de différence. Je me suis rendu compte de ça un jour au Haras de Jusin quand j'ai discuté avec ton papa. Voilà. Du coup, même le cancérologue que je suis, je me suis pris un choc dans la tête. Une claque dans la tête. Ouais. Tout à fait. Donc, oui, donc c'était entre guillemets la découverte des 50 ans. Donc voilà, on est en plein dedans, 45, 50 ans. Et les chiffres que M. Becquet a annoncés, pour mon père, c'était pas ça du tout. On était largement plus haut, si je me souviens bien. Et si ma mémoire est bonne aussi, parce que ça remonte à maintenant, l'espérance de vie, à l'époque, 4-5 mois, si je ne me trompe pas, au début, à peu près. Bon. Donc, quand vous apprenez ça, vous dites, 50 ans, encore plein de projets familiaux, professionnels derrière. Bon, là, il faut prendre une décision assez rapide. Déjà, il faut encaisser le coup. Il faut que la famille encaisse le coup. Et voilà, les mois passent. On se dit, bon, au fur et à mesure des traitements. Alors, il y a eu plusieurs traitements. Je ne vais pas revenir sur tous les traitements. Il y en a eu un paquet. Il y a eu en plus des voyages entre guillemets sur Paris, des voyages en Allemagne effectivement aussi. Et il faut accuser le coup au début, se dire bon allez on va se battre, on va se réorganiser parce que c'est une réorganisation aussi au niveau de la famille pour aider la personne à s'en sortir, aider les conjoints aussi à faire face à cette maladie. Il y en a beaucoup qui appellent ça un crabe. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça un crabe. Pourtant, le crabe, c'est bon. Alors, je peux faire une petite note d'humour. Ouais, c'est autant oui, c'est ça. Mais j'appellerais pas ça un crabe, moi. Et donc, voilà, le début de la maladie a été très compliqué à gérer. Alors, en plus, vous vous dites personne avec un fort caractère, fort physiquement. Vous dites, mais comment c'est possible? Alors, en plus du fort caractère, vous rajoutez la maladie. Bon, donc ça n'a pas été tous les jours facile. Je pense que maman qui est là-haut pourra mieux en témoigner que moi. Au bout d'un moment, vous dites, bon, il arrive à remonter la pente, ça y est, les traitements font effet, le PSA joue un petit peu yo-yo, de façon exponentielle, et quelque chose qui l'a beaucoup aidé, c'est dans son parcours de soins, avec tous les traitements, c'est de se fixer des objectifs personnels, objectifs professionnels et objectifs dans la vie familiale. Quelque chose qui l'a beaucoup aidé, c'est le sport, de prendre soin de lui, de se battre. En préparant la conférence, je me suis dit à quoi je pourrais comparer ça. Je pourrais comparer ça, et en plus il le disait lui-même, à un entraînement, à un match de boxe en fait. Vous êtes sur le ring, vous êtes le boxeur face à l'adversaire, puis un premier round, un deuxième round, après il y a le KO pour l'un ou pour l'autre. Et puis derrière, vous avez les entraîneurs, les supporters qui sont là. Et il me disait souvent, de toute façon, le meilleur entraînement pour un sportif, c'est un entraînement de boxeur, parce qu'il est complet. Et il a donc utilisé le sport pour, en plus des nombreux soins qu'il a subis, utiliser le sport pour
aider à se sortir de cette maladie. Au bout d'un moment, quand vous voyez au fur et à mesure les années qui passent, les nombreux voyages, comme j'ai dit, entre Paris, il n'y a pas eu New York ni Los Angeles, les nombreux voyages en Allemagne aussi, je ne connais plus le nom de la ville, peut-être que Jean-Philippe... Heidelberg. Heidelberg, voilà, c'est ça, avec sa très belle vue qu'il avait. Et vous vous dites, au bout de 7 ans, désolé, mais tout ça pour ça, en fait. Tout ça pour ça. Alors, en réfléchissant un petit peu, qu'est-ce qu'il faut mieux? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut mieux se dire, allez, il me reste 3, 4, 5, 6 mois à vivre, je vais profiter à fond? Ou est-ce qu'il faut mieux se dire, allez, je vais me battre pendant 7 ans avec l'espoir, peut-être, de guérir? Mais finalement, non, parce que quand vous apprenez que le cancer est devenu métastatique, comme on dit, vous dites, allez, on va profiter du mieux qu'on peut des derniers instants. Donc ça a été un peu lourd, voire même très lourd à certains moments. Et puis est arrivé il y a 1 an, quoi. Alors, en plus, quelle ironie, comme j'ai dit à cette époque-là, quelle ironie du sort, c'était un vendredi 13. Avant quoi? C'était un vendredi 13. Ah, je me souviens plus, ouais. Je m'en souviendrai. Ouais. Ouais. Tu disais dans ton introduction que le PSA était très élevé. Et j'ai juste résumé de manière le plus court possible le parcours du point de vue thérapeutique. En fait, Frédéric a utilisé tous les traitements possibles et imaginables, plus effectivement des traitements à l'essai. On a fait l'oncogénétique, on a fait des traitements qui n'étaient même pas remboursés par l'assurance maladie. Enfin voilà, on a tout essayé parce que c'était humain et financier, parce que même si en France on a la chance d'avoir accès à de nombreux soins, il s'est quand même donné les moyens humains et financiers. Et d'ailleurs, je crois que maman est toujours en procédure pour l'Allemagne. Mais ce qui m'étonne, quand tu as commencé à dire, on lui laissait 4 ou 5 mois. C'est dans mon souvenir. Après, voilà, c'était il y a 7-8 ans maintenant. J'avais peut-être analysé ça, moi, quand on me l'a annoncé. Je me suis peut-être fait une idée dans la tête. Après, je ne sais plus. Je pense que... On demandera à Christine éventuellement tout à l'heure. Mais voilà, c'est juste pour illustrer que déjà, il faudrait que les médecins ou les cancérologues arrêtent de dire il vous reste tant de vie à vivre, parce qu'on se trompe tout le temps. Et puis surtout, en fait, Frédéric a utilisé tous les traitements qui existent. Il a commencé par l'hormonothérapie, ensuite les traitements, une fois que le cancer est devenu hormonoréfractaire. Pour expliquer ce que c'est que le cancer métastatique, c'est qu'à un certain moment, là on a parlé du cancer localisé, et puis quand le cancer, les métastases, ça veut dire en français cancer généralisé. Ça veut dire, et le cancer de la prostate métastatique, c'est essentiellement dans les os, et après les ganglions, et ça donne relativement rarement des métastases au niveau du poumon, du foie ou du cerveau. Et donc effectivement, la maladie se met essentiellement dans les os. Le souci, c'est qu'à un certain moment, même si elle n'est que dans les os, la quantité de cancer est tellement importante. Imaginez le cancer comme une espèce de parasite. Et le parasite, il va manger en fait l'énergie du corps pour se nourrir. Et c'est comme ça que ce soit un cancer du sein, n'importe quel cancer, à un certain moment, c'est une espèce de parasitisme qui va faire que l'énergie va être captée par le cancer. Et malgré le fait qu'on mange, qu'on vive correctement, à un moment... Le vol énergétique, comme on parle en cancérologie, est tellement important que finalement le corps finit par s'épuiser, et puis c'est la fin. C'est aussi pour ça quand je reparle au sport, il devait à certains moments trouver un juste milieu tout à fait. Pour pas en faire de trop, mais pour en faire suffisamment assez. Et donc voilà, c'était astreint. Donc le traitement du cancer généralisé, bien sûr, c'est plus l'opération, sauf éventuellement des opérations très localisées lorsqu'il y a une métastase qui fait très mal dans un os ou des choses comme ça. Mais ça repose d'abord sur la propriété fondamentale du cancer de la prostate, c'est un des cancers hormonodépendants. Dr Amara l'a dit tout à l'heure,
ce qui est le moteur ou plutôt l'essence qui fait pousser le cancer, c'est les androgènes, donc les hormones mâles. Et donc le principe du traitement du cancer métastatique, c'est de faire ce qu'on appelle une castration chimique, c'est-à-dire d'enlever les hormones mâles qui vont avoir tendance à faire pousser les cellules cancéreuses. Donc il y a plusieurs techniques pour ça. La plus répandue maintenant, on n'enlève plus les testicules, bien que ce soit longtemps ça a été le traitement de référence, et maintenant on donne des médicaments, des injections qu'on donne tous les 3 mois ou tous les 6 mois, qui vont bloquer la fabrication des hormones chez la personne. Et puis à un certain moment, avec un temps qui est très variable, alors en moyenne c'est de l'ordre de 2 ans et demi, 3 ans, en fait le cancer va devenir résistant aux hormones. Et il va donc falloir utiliser d'autres traitements. La chimiothérapie, qui est le traitement de référence maintenant, et puis il y a d'autres traitements qui sont encore en cours d'essai thérapeutique, en tout cas en France, et celui qu'il a fait en Allemagne, qui étaient des anticorps qui étaient marqués radioactivement et qui ont attaqué les cellules cancéreuses. Et donc on a ce qu'on appelle nous des lignes de traitement qu'on va accumuler au fur et à mesure de l'évolution du cancer. Et ce qui est important à l'heure actuelle, c'est qu'on vient de faire des progrès considérables dans les traitements anti-hormonaux avec l'usage de nouveaux médicaments anti-hormonaux, que ce soit dans la période où le cancer est devenu réfractaire aux hormones, ou même maintenant au traitement au début. On sait que maintenant, on va pouvoir donner, en plus de l'injection qui fait une castration, qui empêche la fabrication des hormones par les testicules, on donne maintenant des molécules qui vont bloquer l'action des hormones au niveau de la cellule cancéreuse. Et grâce à ça, on s'est rendu compte qu'on a maintenant doublé, voire triplé l'espérance de vie des patients. Donc l'espoir actuel, c'est qu'avec les nouveaux traitements qu'on appelle nouvelles hormones, en fait, on double, voire on triple l'espérance de vie des patients. Donc il y a une évolution importante dans ce domaine-là. Et puis il y a les progrès de la chimiothérapie, des soins palliatifs, etc. Qu'est-ce qui, dans la famille, vous a le plus marqué dans l'évolution dans le parcours à part le fait qu'il soit un combattant et que finalement, c'est ce qu'on appelle, nous, en cancérologie, un long surviveur. On lui a donné 6 mois, 8 mois, et finalement, il a vécu 7 ans. Qu'est-ce qui, pour toi, aidant, qu'est-ce qui, finalement, est-ce que c'est les traitements? Est-ce que c'est la force de vivre? Est-ce que c'est les soins d'accompagnement? Ou est-ce que la réponse est probablement les 3? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Je dis les traitements, parce que vu le nombre de traitements possibles qu'il a eu, on se dit mais comment possible avec tout ce qui existe maintenant, ce petit crabe il est quand même plus fort que tout, un petit peu comme le Covid. Donc oui, c'est vraiment tous les traitements subis et les effets secondaires de ces traitements. Tu as dit subi et pas bénéficié. Est-ce qu'il a bénéficié des traitements ou il a subi les traitements? Il en a bénéficié, mais il en a subi les effets secondaires. Voilà. Et des effets secondaires, des fois, un peu dur à supporter, quoi. Que ce soit physiquement, psychologiquement. Donc bénéficier des traitements, effectivement, mais subir les effets secondaires qui sont très, très invasifs suivant les traitements et qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, premier coup de massue, deuxième coup de massue, et plus les traitements, faut avoir une sacrée force de caractère pour se battre face à cette maladie. Alors juste pour éclairer les internautes et puis les personnes dans la salle, alors j'avais posé les mêmes questions sur qui choisit les traitements. En fait, aussi dans la partie initiale de la maladie, quand on est au cancer localisé, effectivement, c'est une discussion de réunion de concertation pluridisciplinaire. Et puis ensuite, quand on passe dans la phase métastatique, donc le cancer généralisé, en fait, il y a une première présentation en réunion de concertation pluridisciplinaire pour dire, il y a une nouvelle évolution. Et puis ensuite, c'est bien sûr la relation entre le patient et son cancérologue qui va faire
qu'on va choisir la séquence de traitement. Ça, c'est un peu, j'allais dire, de l'art ART du cancérologue, de choisir quelle va être la stratégie de traitement en fonction de ce qu'il sait à un moment donné de l'intérêt des traitements, de ce qu'il en attend, et puis surtout de la connaissance de son patient. Parce que il y a effectivement, est-ce qu'on va d'abord faire une hormonothérapie? L'hormonothérapie, c'est des comprimés. Est-ce qu'on va d'abord faire une chimiothérapie? Laquelle chimiothérapie on fait? Quelle hormonothérapie on fait? Et c'est là, effectivement, selon la conviction du cancérologue, à un moment donné, de la connaissance de la science et surtout la connaissance de son patient, qu'on va choisir telle ou telle stratégie thérapeutique. C'est pareil pour les cancers du sein métastatiques. Cancer du sein métastatique, on a encore plus de traitements que le cancer de la prostate. On a une douzaine actuellement de traitements qu'on va aligner les unes derrière les autres, les uns derrière les autres. Et dans le cancer de la prostate, effectivement, en France, on va dire qu'on a à peu près 6 traitements possibles, 6 lignes de traitement possibles, on va choisir la séquence en fonction, encore une fois, de la conviction du cancérologue et surtout de la connaissance du patient. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux? Et maintenant, avec le recul, Pu faire quelque chose de mieux. je vais donner la parole à ton oncle pendant que tu... Au niveau des traitements, je ne pense pas qu'on aurait pu faire mieux. On aurait peut-être pu faire mieux sur tout l'accompagnement, peut-être autour, les soins de mieux-être, comme on dit. Mais par rapport au traitement, je ne pense pas qu'on aurait pu faire mieux. Je voudrais simplement amener précision sur le parcours de mon frère, donc de Frédéric. Deux choses. La première, c'est que quand on a un traitement au long cours comme cela, c'est peut-être compliqué, mais je pense qu'on était une famille autour, heureusement. J'essaie de me mettre à la place de patients, de malades qui n'ont pas forcément cette chance-là. Je ne sais pas comment ils gèrent ça, mais bon, il y a déjà cet entourage qui est là. Famille qui elle-même doit essayer de trouver sa place et de vivre ce moment-là. Et puis, je dirais, toujours dans ce traitement au long cours, effectivement, alors il y a eu ça a été sinusoïdal, hein, tout ça, ça monte, ça descend, tout ça, c'est bien, enfin bref. Il arrive un moment où tous, lui, il ne l'a peut-être pas forcément dit, mais enfin encore que, mais tous autour de lui, on se rendait bien compte que là, c'était occupé de filer, quoi. Et c'est là où parfois on se disait, mais je pense à la dernière fois en Allemagne, bon, bien sûr, on lui dit, il y a encore une chance, ben on y va forcément, mais on voit que ça part. On voit que ça part et que les forces déclinent, hein, comme tu l'as dit, l'énergie est bouffée, donc voilà, on n'en sort pas. Donc je dirais dans l'accompagnement, le patient, bien sûr, tout d'abord, cette phase là où on commence à voir que ça se délite, et puis l'entourage, les très proches, qu'il faut aider les aidants, les fameux aidants. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un dans la salle ou est-ce que sur Facebook on a une question sur le cancer du sein, cancer de la prostate, le cancer de la prostate au stade avancé, au stade métastatique? Est-ce que quelqu'un veut faire un autre témoignage? Et sinon sur Facebook, pas de questions sur le sujet. Non. Ben, on va terminer la troisième et dernière partie de la soirée, c'est la qualité de vie. Et donc, bien sûr, quand on parle cancer de la prostate, la première question, c'est question de qualité de vie sexuelle. Et comme ça, on pourra répondre à l'internaute qui était à la fois chirurgie et hormonothérapie, c'est ça, Angélique? C'était ablation et hormonothérapie. D'accord. Monsieur le docteur Amara.
Encore merci. Je pense que la question est un peu trop complexe pour que je puisse répondre comme ça. Lorsque les patients sont sous hormonothérapie, le problème de la sexualité est un peu plus complexe, puisqu'il les hormones qui sont à l'origine de tous les phénomènes sexuels ne sont plus présentes. Donc je peux répondre en deux parties si vous voulez. Le maintien de la sexualité après un traitement d'un cancer localisé de la prostate, ça on peut répondre. Alors, il dépend essentiellement de l'état clinique préopératoire. On opère de plus en plus d'hommes jeunes, des gens qui ont à peine 50 ans, et qui ont donc des désirs de maintien de leur sexualité importants. Et donc, la prise en charge de la sexualité dépend du désir du patient et de son état clinique préopératoire. Donc, si c'est un patient de 50 ans qui a une vie parfaitement normale, il n'y a pas de trouble dysérectile, et son objectif, c'est qu'après l'opération, il n'ait pas de trouble de la sexualité et de l'érection. Si le patient a 80 ans, il a peut-être des désirs qui sont un petit peu moindres et on doit donc s'adapter. Et ça dépend aussi de l'état clinique, c'est-à-dire, je dis toujours aux patients, votre sexualité, vos érections ne seront pas meilleures après l'opération si vous aviez déjà des problèmes sexuels au préalable. À partir de ce moment-là, il faut prendre cette question en considération de manière extrêmement importante. Il y a 15-20 ans, on opérait les gens, l'objectif était de retirer le cancer et de permettre aux gens d'être guéris et de vivre. Et le problème de la sexualité ou de la continence urinaire était secondaire. Maintenant, ça devient, et c'est un élément fondamental à prendre en considération. Et alors, tu pourras parler de ton côté radiothérapique pour la conservation de la sexualité. Donc les radiothérapeutes ont évolué avec leurs machines et leurs techniques, et la chirurgie, c'est la même chose. Évidemment, la conservation des petites structures nerveuses autour de la prostate qui permettent d'avoir les érections est fondamentale. Et il est logique qu'entre la chirurgie à ciel ouvert, vous voyez, quand vous opérez à ciel ouvert avec une ouverture, c'est ce qu'on appelle une laparotomie, vous avez la distance entre le chirurgien et la zone à opérer, et vous travaillez avec vos doigts, etc. Si vous opérez en célioscopie ou si vous opérez au robot, la prostate est collée sur votre écran. Et donc vous avez une vision tridimensionnelle. Vous opérez avec des instruments qui ont tous les degrés de liberté dans l'espace, et donc vous avez une préservation des bandelettes qui est optimale. Ça, c'est la première étape. Mais il faut savoir aussi que parfois, on peut sacrifier aussi les bandelettes neurovasculaires et que les gens ont des troubles de l'érection ensuite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, avec la chirurgie, on maintient, lorsque le cancer est localisé, des érections dans plus de 80% des cas, dans les séries assez classiques. Ça, c'est le premier élément. Il faut savoir que l'éjaculation disparaît dans tous les cas de figure, même après un traitement pour une résection de prostate. Donc ça, c'est un élément important de faire la différence entre l'érection et l'éjaculation. Il faut savoir juste sur le problème de l'éjaculation, ça n'empêche pas d'avoir un orgasme. Absolument, extrêmement important. Il faut savoir qu'on dit aussi aux gens que leurs sensations orgasmiques, qui étaient à l'époque contemporaine de l'éjaculation, vont être maintenues. Ça, c'est important à souligner aussi. C'est ce qu'on appelle des orgasmes sans éjaculation. Donc, toutes ces sensations sont maintenues. Tu fais bien de me le dire, c'est fondamental aussi. C'est très, très important. Et ce qu'il faut retenir en dernier point, c'est que les urologues et les andrologues qui ont ces spécialités traitent aussi les hommes après 40 ans, ou même avant parfois, qui ont des troubles de l'érection. Et que là, on a une panoplie de traitements disponibles et possibles. Et qu'après l'intervention, ce qui n'était pas obligatoirement le cas avant, les gens ont une prise en charge androsexologique qui est multiple. Donc vous avez les médicaments, vous avez des éléments mécaniques, et maintenant, actuellement, depuis 5 à 10 ans, on parle, et je le dis toujours, c'est fondamental, de rééducation pénienne, et vous l'avez bien expliqué. Vous faites opérer du genou, vous avez 6 mois de rééducation pour être tranquille. Vous êtes d'accord ? Pour l'urologie, c'est la même chose. Les gens doivent avoir une rééducation pénienne qui est basée sur des éléments mécaniques, le vacuum, qui est une machine qui est utilisée, et des médicaments. Donc il est fondamental aussi, quand on expose aux patients le fait qu'ils vont avoir un traitement, d'insister sur leur qualité de vie post-opératoire et notamment sur leur sexualité. C'est normal et c'est extrêmement important. Je pense que la question de notre internaute, c'était est-ce qu'il y a des moyens de contrecarrer les effets sexuels de l'hormonothérapie ? Est-ce que
les pilules bleues, c'est bon, c'est pas bon, les pilules bleues fonctionnent. Est-ce qu'il y a des trucs, même quand on a une hormonothérapie? Oui, oui, il existe des choses, même lorsqu'on a une hormonothérapie, mais ça dépend du patient. Il faut savoir que la testostérone, les androgènes, l'hormone mâle, est l'élément fondamental de l'appétit sexuel, qu'on appelle, j'ai un trou, la libido. Merci, madame. Voilà, l'appétit, j'aime bien ce terme appétit sexuel, et il dépend étroitement du taux d'hormones mâles. Et lorsque les patients sont sous blocage androgénique, sont sous traitement hormonaux, leur libido diminue. Mais il faut savoir qu'en dehors des testicules, les glandes surrénaliennes, la corticosurrénale, sécrètent aussi des hormones et il en faut très très peu pour que la libido soit maintenue. Alors, il existe des options thérapeutiques, évidemment, chez les patients, hein. Donc il y a plein d'éléments stimulants, il y a des molécules actuellement qui sont utilisées, qui sont de la phytothérapie, et il existe aussi des médicaments qui sont les inhibiteurs des IPDE5, peu importe, c'est les équivalents de la pilule bleue et de tous les dérivés du médicament qui commencent par un V. Il en existe beaucoup actuellement. Mais il ne faut pas oublier que dans les troubles de l'érection d'origine sous blocage androgénique hormonaux, l'accès aux injections intracaverneuses, donc aux petites piqûres dans la verge, est de plus en plus fréquent et c'est l'un des traitements les plus efficaces, les injections intracaverneuses. Donc le message, c'est que même si la libido est en berne, on peut trouver des solutions. Oui. Voilà. Je vous invite à nous suivre sur Facebook parce que une des nouveautés de notre association, c'est d'avoir mis en place des ateliers pratiques de sexualité. Le premier, ça va être réservé aux femmes la semaine prochaine. Et puis on va faire des ateliers mixtes et puis des ateliers pour les hommes. Donc suivez-nous sur Facebook. Qualité de vie sous hormonothérapie, c'est pas que la sexualité, c'est la prise de poids, c'est la sensation de fatigue, c'est la sensation de perte musculaire. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut proposer? Carole, est-ce que vous pouvez dire ce qu'on fait à l'association? Alors oui, effectivement. Donc, dans l'association Les Amis de l'Institut André Dutrex, on propose des soins de support et des soins de mieux-être. Donc, moi, j'y ai eu recours et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Hein. Donc, moi, notamment, pour moi personnellement, il y a l'art-thérapie qui a été vraiment... moi, ça m'a vraiment apporté une confiance en moi que je n'avais plus du tout. Et puis... et puis après, il y a la méditation et tout, mais que je pratiquais déjà. Donc, je ne suis pas vraiment très objective si je parle de la méditation, de la sophrologie. Mais vraiment, le soin de support que j'ai découvert et qui a été le plus bénéfique pour moi, c'est de l'art-thérapie. Donc, on propose l'art-thérapie, on propose de la méditation, de la sophrologie, on propose des ateliers diététiques, gestion des émotions, gestion du stress. Du sport adapté, bien évidemment, parce qu'on sait à quel point le sport est important, et Adrien l'a mentionné. On propose depuis peu, on vient de recruter une socio-esthéticienne, on a d'excellents retours, et puis on a aussi recruté une prof de yoga. Donc on a élargi, ouvert à toute pathologie longue durée, pas uniquement cancer. Et on a également élargi pour les aidants, parce que ça me semblait, moi, important de prendre en charge les aidants. Et quand j'en ai parlé au docteur Wagner, il a été complètement d'accord, parce que dans mon parcours, j'ai été amenée à accompagner plusieurs personnes, sauf que je voyais des choses au niveau des aidants. Et là, bien souvent, dans le corps médical, les aidants sont oubliés. Donc ça me paraissait important d'élargir aux aidants, et on a même élargi en prévention primaire. Donc les gens qui travaillent beaucoup, qui ne prennent pas soin d'eux, peuvent faire des pauses, et donc l'asso est ouverte également en prévention primaire. Carole, pourquoi est-ce qu'il y a 90% de femmes et 10% d'hommes qui ont un cancer qui viennent à l'association? Il y a des hommes dans la salle, on va leur demander s'ils seraient prêts à venir à l'association, parce qu'effectivement, alors on a des hommes en sport adapté, dans les groupes de sport il y a des hommes, par contre je n'ai jamais vu un seul homme en art-thérapie, ni même en méditation, ni en sophrologie, ni en yoga,
ni en diététique. Effectivement, le seul endroit où on a des hommes, c'est au niveau du sport adapté. Alors que les effets secondaires d'une personne qui est traitée pour un cancer de la prostate, je me répète, le cancer de la prostate, c'est le cancer du sein de l'homme, Ouais. ce sont exactement les mêmes. Et je ne comprends pas, et j'aimerais travailler, l'année prochaine, on va travailler sur comment faire pour recruter plus d'hommes. Ouais. Il ne faut pas avoir honte. Le cancer, c'est pas une honte, c'est pas une maladie honteuse. Il y a des effets secondaires. Il faut savoir en parler et il faut savoir que les prises en charge existent et que c'est exactement les mêmes prises en charge, encore une fois, qu'on soit un homme ou une femme. Et donc, il faut pas avoir honte de ça. Et c'est là un message que je veux faire passer. Dernier mot avant la conclusion à Adrien pour que tu nous présentes ce qui est plus un projet, qui est en fait la médiation équine. Non, effectivement, c'est plus un projet. Donc, c'est un soin de mieux-être qu'on a créé donc en 2019 maintenant, juste avant le Covid. Et en fait, l'idée, elle est venue de mon père, encore une fois, à la base. Comment utiliser le cheval pour les personnes malades? Nous sommes une famille de cavaliers, donc pour nous c'était simple de comprendre. Et comme mon père était suivi par Jean-Philippe, une idée a germé d'utiliser le cheval pour aider les personnes à déjà sortir de leur quotidien de malade, aider les personnes à reprendre confiance en soi. Parce que quand vous êtes, et j'ai des exemples, on les appelle d'ailleurs les drôles de dames au sein de Cheval de Troie, comment une petite dame, parce que oui, effectivement, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, à croire que c'est les femmes qui les ont et pas les hommes, je tairai le nom, puisque nous sommes en live. Et donc, quand vous voyez un petit bout de femme d'1,50 m, face à un cheval qui fait 600 kilos, cette femme atteinte d'un cancer, vous dites mais comment elle va réussir à maîtriser le cheval? Alors attention, dans ce soin de support, de mieux-être, peu importe, on ne parle pas de monte à cheval, pas du tout. On parle vraiment du travail tout autour du cheval. On peut appeler ça de l'éthologie, entre guillemets. Et voilà, le but c'est vraiment de reprendre confiance en soi, puisque le cheval, on peut lui parler, il ne va pas donner d'avis négatif, il ne va pas te dire « Ah non, tu aurais dû faire ça ou tu aurais dû faire ça ». Voilà, le cheval, c'est vraiment un animal, c'est une éponge émotionnelle et donc il va réussir à capter le ressenti que nous avons. Moi, personnellement, le soir, quand j'arrive au cheval et que je suis un peu énervé de ma journée de travail, faut que je me calme avant de monter, parce que sinon, c'est même pas la peine. Et alors, dommage qu'elle ne soit pas là pour en témoigner. Elle pourrait en témoigner encore mieux que moi. C'est les drôles de dames. Ce qui m'a frappé une fois, c'est l'une de ces femmes, Isabelle de mémoire, qui s'est retrouvée face, vous voyez tous, dans les champs, les grandes balles de paille rondes. Et elle s'est retrouvée devant cette balle de paille, et puis tout simplement, un geste tout bête, elle l'a fait rouler jusque dans les écuries. Et là, elle s'est dit, il y a de ça quelques mois, j'aurais jamais cru réussir. Et voilà, toutes les semaines, elles viennent s'occuper d'un cheval, et ça leur permet de côtoyer d'autres personnes non malades, entre guillemets, du cancer, et donc d'échanger et de ne pas penser à leur maladie. Et de ce fait-là, le fait de ne pas penser à leur maladie, elles s'occupent d'elles, mais autrement. Elles s'occupent de leur mieux-être. C'est pour ça qu'on appelle les soins de mieux-être. Et surtout, elles invitent leurs proches, leurs aidants, à venir découvrir ce qu'elles font en disant viens me voir. C'est pour ça que nous avons organisé une journée porte ouverte septembre l'année dernière, je crois. Où elles ont pu inviter leurs proches à dire viens voir ce que je fais avec un cheval. Et
ben voilà, des retours que nous avons eus, c'est mais comment elles ont réussi. Et en fait, voilà, le but, c'est de rechercher ce mieux-être et de les aider à notre petit niveau à oublier leur maladie, tout simplement. Merci beaucoup. Je me tourne vers Angélique. Il n'y a pas de questions sur Facebook. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle sur qualité de vie, Hop, je vais monter. Je vais essayer de ne pas me casser la figure. Juste une petite question sur l'incontinence après l'opération. Le patient qui a été opéré est incontinent un certain temps, non? Vous n'en avez pas parlé alors? Oui, j'allais justement y venir. Quand on a parlé de rééducation, ça c'est un point important par rapport aux fuites urinaires que l'on peut avoir. Moi, on m'a proposé de la rééducation pelvienne avant préopératoire déjà. Parce que bon, dans la prostate, en fait, l'homme, il a deux sphincters par rapport à l'urinaire. Et il y en a un qui se trouve, qui est inconscient et qui se trouve dans la prostate. Et à partir du moment où on supprime la prostate, on n'a plus celui-là. Donc, il faut peut-être renforcer plus sur l'autre, consciemment, pour justement éviter les fuites urinaires. Donc, moi, j'ai eu la rééducation préopératoire et puis la rééducation post-opératoire après. Maintenant, une autre chose, c'est que le cancer de la prostate, il arrive à un certain âge. On a une activité quand même physique qui est moins importante que quand on est à 50 ans, et puis je dirais suivant le type de profession. Si vous prenez si je prends un maçon qui va soulever des parpaings et qu'il est encore en activité, bon, ben, il va avoir un peu de difficulté, je pense, à contrôler. Mais je dirais après, à la retraite, je pense qu'on peut le contrôler tout à fait facilement. Mais je vais laisser aux spécialistes le soin de répondre. Et j'aurais une autre question aussi. On a parlé de cancer localisé comme pour moi, cancer métastatique. Quelle est la répartition en pourcentage de ces deux cancers, l'un par rapport à l'autre? Et encore un autre point. Moi, j'ai dû faire de la radiothérapie de rattrapage. Parce qu'il y avait donc des choses qui se baladaient là en proximité, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Est-ce qu'il ne peut pas rester encore après la radiothérapie de rattrapage une cellule qui se balade quelque part et puis qui vient se loger, je ne sais pas où, vous avez parlé, docteur Wagner, les os étaient un des points importants, et comment dans ce cas-là on peut s'en apercevoir et réagir? Alors, je vais répondre en 3 parties, parce que c'est une large question. Pour l'incontinence urinaire, ça dépend de la continence urinaire. Le fait de ne pas avoir de fuite, ça dépend directement de la technique chirurgicale. Il existe 25% d'incontinence urinaire post-opératoire si on regarde toutes les opérations qui sont faites dans le monde. C'est énorme. L'objectif étant d'arriver à 0%. Mais ça passe toujours. Et je pense que même si maintenant les patients sont quasiment continents à l'ablation de la sonde urinaire s'il a eu une chirurgie robotique, par la kinésithérapie qui peut être préopératoire, c'est ce qu'on faisait avant, c'est très très bien, et puis post-opératoire. Donc ça se traite, mais le geste technique chirurgical est important pour que les gens soient continents. Deuxième question sur le caractère entre la différence, le pourcentage entre les métastatiques. Ça, on ne peut pas vous donner de chiffres. Par contre, ce que je peux dire malheureusement, c'est que le cancer de votre papa, paix à son âme, était probablement un cancer avec composante génétique. Les cancers de l'homme jeune de 50 ans sont terribles. La moyenne d'âge du diagnostic actuellement des cancers de prostate, en France, c'est 68 ans. 50 ans, c'est les cancers de l'homme jeune. Et on voit de temps en temps, nous on le voit dans le service, mes cadres sont là dans le service, on voit des cancers de l'homme jeune de moins de 50 ans qui sont toujours très 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 difficiles à traiter. Tout de suite rassuré Adrien, on a fait le test, il n'y a pas de mutation. Tout à fait. Alors c'est important à dire, mais la question est bonne. Le cancer génétique ne veut pas dire qu'il se passe du papa. Voilà, il y a un potentiel important. Dernier point, j'ai oublié, pardon.
Comment on sait que les cellules elles se baladent pas partout? Voilà, alors personne ne peut vous le dire. Pourquoi? Parce que tout le monde produit des cellules cancéreuses toute la journée, toute sa vie. Voilà. Donc on en produit. Non, Tout à fait. La réponse, c'est le cancer de la prostate. Oui, effectivement, il y a des cellules. Il y avait des cellules dans l'atmosphère de la loge prostatique et on les a détruites avec la radiothérapie. Théoriquement, là où les rayons passent, plus rien ne repousse. Mais effectivement, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a peut-être des cellules autres qui se promènent ailleurs. Et c'est pour ça que vous faites votre PSA tous les 3 à 6 mois. Et c'est l'élévation du PSA qui dit il y a quelque chose qui se passe, et à ce moment-là, une élévation du PSA, et à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un TEP à la colline, un examen en médecine nucléaire, et on va essayer de rechercher l'endroit où se sont fixées les cellules. Il arrive des fois que l'examen soit tout à fait normal, qu'on trouve rien, que le PSA continue à augmenter, et c'est là où, grâce notamment à l'industrie pharmaceutique et à la recherche, on a démontré qu'il faut traiter tôt ces patients avec un blocage androgénique complet, c'est-à-dire qu'on va faire les injections plus le médicament qui va augmenter l'effet des injections. Et c'est là où je parlais tout à l'heure de l'espérance de vie qui double ou qui triple grâce à cela. Voilà. Et dans votre cas particulier, est-ce que je comprends votre question, hein, moi, quand j'ai des patients qui me posent ce type de questions, il faut savoir qu'avec l'arsenal thérapeutique que nous avons, je dis à mes patients, même si dans 5 à 10 ans, le taux de PSA a remonté, vous n'aurez pas théoriquement de diminution de votre espérance de vie. C'est programmé, voilà. Vous n'aurez pas de diminution de votre espérance de vie parce qu'on a d'autres possibilités thérapeutiques annexes. Donc si vous étiez programmé pour vivre jusqu'à 90 ans, vous allez y arriver. Absolument. Voilà. La guérison du cancer, c'est quand on est mort d'autre chose. Voilà. Excusez-moi de ce trait de cancérologue, voilà. Bon, je vais clôturer la... Juste une petite dernière question. Pardon. Oui, Angélique. Sur Facebook, il y a une dame qui demande ça concerne l'asso. Est-ce que l'association est ouverte à tous les patients, même si le suivi n'est pas à la clinique ou à l'Institut André Dutrex? Oui, madame. Nous sommes ouverts à tous les Dunkerquois, alors c'est une des raisons pour lesquelles on fait la réunion aussi à Wamy, parce que c'est le siège de la CCHF. On a un très gros partenariat avec la communauté des communes des Hauts-de-Flandre, et je tiens encore à remercier la CCHF et messieurs les anciens maires qui vous nous avez accompagnés il y a quelque temps, et je vous en remercie encore. Et voilà, donc c'est effectivement ouvert à tout le monde. La maison de soins de support est située à Uxem. Uxem, dans la CCHF. Uxem, c'est à la CCHF, c'est pas dans la CUD, la communauté urbaine de Dunkerque. Et pour arriver à Uxem, j'ai fait le calcul, j'ai dit au directeur de l'hôpital la dernière fois, qui ne savait pas où c'était Uxem, j'ai dit c'est 12 minutes entre l'hôpital et Uxem, c'est la sortie à droite, je ne sais plus le numéro de la sortie, monsieur Becquet, je ne sais plus le numéro de la sortie non plus, peu importe, mais de centre de radiothérapie ou de l'hôpital de Dunkerque, il faut 12 minutes montre en main pour arriver à Uxem, donc c'est pas le bout du monde. Il y a même le bus gratuit, grâce à monsieur Becquet, il y a le bus gratuit qui s'arrête devant la maison des soins de support. C'était pas grâce à vous, mais c'est historique, voilà, donc voilà. Je vous remercie de votre attention et merci aux internautes. On verra tout à l'heure combien il y a eu de gens qui ont écouté. On va essayer de récupérer le replay. Normalement, le son est passé et enregistré, donc on va pouvoir récupérer le son. On va faire des montages, etc. Encore merci à tous les participants. Merci d'être venus et puis à bientôt. La prochaine conférence grand public a lieu ici vendredi de la semaine prochaine. À la veille du congrès de cancérologie intégrative qui aura lieu aussi ici le 4 décembre. La cancérologie intégrative, c'est le mariage entre les biomédecines et les thérapies non médicamenteuses dont on a parlé tout à l'heure. Et ça sera la semaine prochaine à 19h. Et le thème abordé, ça sera MST. Le jeu de mots, c'est mémoire, sexualité et travail. C'est comment est-ce qu'on fait pour améliorer la prise en charge des troubles cognitifs liés au cancer, la sexualité et comment on fait pour retourner travailler quand on a eu un cancer. Merci beaucoup et à bientôt.